On commence par un commentaire ici. Je suis dans le domaine ésotérique et je suis psychologue de métier. C'est la première conférence que je trouve à mon goût. Je vous félicite. Chaque individu a les 10 planètes dans son thème de naissance, mais pourquoi l'influence de l'une ou l'autre des planètes varie d'intensité avec chacun? Une autre question qui est peut-être complémentaire, peut-on comparer l'influence de la Terre sur l'homme à celle des autres planètes comme la Lune, Mercure? Ont-elles chacune un esprit particulier, une intensité particulière? Les planètes n'ont aucun effet sur l'homme. Les planètes attirent, on a parlé de l'énergie vitale, certaines planètes ont un effet marémoteur sur l'énergie vitale. C'est-à-dire que comme l'eau, l'énergie vitale va être aussi attirée, disons, elle va circuler à l'échelle de la planète pour essayer de se rapprocher le plus possible de la planète qui l'attire. Maintenant, il faut aussi connaître les phénomènes astroplanétaires. Et lorsque je parle de l'énergie astrale, cela comprend non pas les astres, mais cela comprend la psychologie de l'homme, cela comprend les mémoires de l'homme, cela comprend les désirs, les émotions. Et les planètes attirent aussi les nuages astraux qui font partie de l'âme planétaire. Alors lorsqu'on a une naissance, c'est que l'énergie de l'esprit qui va tenter de s'incarner doit traverser tous ces nuages astraux et vitaux. Et lorsqu'ils vont les traverser, il va y avoir une certaine coloration, c'est-à-dire que la vibration du nuage traversé va devenir permanente chez la personne qui va s'incorporer, donc qui va naître. Et lorsque la personne, lors de sa naissance, descendant vers le corps physique, un peu après la création de ce corps, donc avant la naissance, cet esprit traversant les nuages va traverser par exemple un nuage qui va être beaucoup plus constitué par les énergies lunaires, pour la simple raison que la Lune étant dans cette région, elle attire à l'échelle de la planète un peu plus de cette énergie qui va avoir une affinité avec la Lune. Cela veut dire que si on prend encore le micro ici, très utile le micro pour mes conférences, si on prend le micro ici comme étant la planète Terre, lorsque la Lune est ici, le nuage lunaire, donc un nuage d'énergie vitale et d'énergie psychologique collective, qui a le plus d'affinité avec la Lune, va tendre à s'étirer vers la Lune. Et si on a Mars en arrière-plan, le nuage psychologique et non pas vital, qui est beaucoup plus guerroyant, donc va être attiré par Mars et va être beaucoup plus consistant du côté de Mars. Et lorsque l'énergie de l'esprit traverse ce nuage vers le corps physique qui l'attend, il va donc être coloré par la quantité de ce nuage planétaire attiré par les planètes selon leur position. Et lorsque l'être va naître, il va être beaucoup plus sujet à être manipulé par différentes planètes, dépendant justement de son thème de naissance. Lorsque la planète tourne, comme présentement les planètes sont dans certaines régions de notre système solaire, et certains d'entre vous sont apparemment manipulés par les planètes, c'est que vous êtes manipulé comme toute la planète Terre par l'énergie astrale planétaire, c'est-à-dire par l'âme de la planète. Cet astral sur lequel on revient souvent au niveau des conférences. Si vous êtes ici et que Mars est ici, le nuage martien va être ici. Si Jupiter est là, le nuage jupitérien est sur vous. Alors automatiquement, vous allez être influencé par les énergies de la pensée collective planétaire qui, elle, suit les rotations planétaires. La Terre émet une énergie similaire aux planètes, c'est-à-dire que la Terre va posséder une énergie de la psychologie de l'homme beaucoup plus matérielle que l'énergie des planètes. Ésotériquement, on va parler de Belzébuth au niveau de l'énergie planétaire en ce qui concerne sa réfraction dans la psychologie de l'homme. Le reste est du plan vital. Les planètes, évidemment, vont opérer une légère marée au niveau des énergies vitales sur certains plans de la vibration de l'énergie vitale. L'énergie vitale, elle est premièrement d'ordre magnétique lorsqu'elle va être suffisamment évoluée sur un minéraux, sur une matière, un métal. Lorsque l'énergie vitale a plus d'affinité vibratoire, elle va être capable de transformer la forme d'une matière. Donc, elle va être capable d'opérer une croissance. C'est ce qu'on va retrouver dans le règne végétal. Lorsque l'énergie vitale du règne végétal est suffisamment énergisée, la plante va être capable de quitter le sol, c'est-à-dire qu'elle n'aura plus de racines pour puiser l'énergie vitale, et on va donc atteindre le règne animal. L'animal mange des plantes, l'animal boit de l'eau, l'animal respire de l'air, l'animal va donc recevoir cette énergie tellurique
par ceux qui ont encore les pieds dans le sol. Lorsque l'énergie vitale augmente encore au niveau vibratoire, on va atteindre le règne hominal. Celui de l'homme, qui est la seule forme d'être évoluant au niveau planétaire. Alors, ça répond aux questions. Bon, là, il y a 5 ou 6 questions concernant le voyage au Pérou. Peux-tu nous parler des événements que tu as vécus lors de ton voyage au Pérou, ainsi que leur signification en rapport avec le travail planétaire? On va y aller avec une à la fois, je pense. Ok. Bon, alors, les événements, premièrement, on est allé au Pérou pour 2 raisons particulières, disons pour 3 raisons. La première, pour se reposer, c'est-à-dire pour se réénergiser. La deuxième, pour tenter de mettre en épreuve certaines techniques PMC dans des régions extrêmement hautes au niveau de la planète et dans des régions extrêmement denses au niveau des énergies vitales et des dangers potentiels pour l'homme, c'est-à-dire l'Amazonie. Et troisièmement, pour aller rencontrer une espèce de réservoir d'énergie supramentale qui a été repoussé au niveau de l'Amazonie par toutes les spiritualités religieuses de la planète Terre. Et il y a quelques autres bassins de cette énergie. Et lorsque l'homme arrive dans un bassin totalement supramentalisé, c'est-à-dire que lorsque l'énergie de cette région n'est presque pas colorée par les psychologies spirituelles et religieuses de l'humanité, les personnes qui ont une possibilité, donc une affinité avec cette énergie, vont pouvoir donner une expérience à leur ego qu'ils ne pourraient pas donner ailleurs. Alors les personnes qui sont venues avec moi, disons, avaient surtout cette raison de voyager. Il faut comprendre que l'ego se défend continuellement de tous les mécanismes nouveaux. Chaque fois que quelque chose est nouveau, il y a l'ajusteur psychologique qui va entrer en fonction, c'est-à-dire l'intellect, qui lui va expliquer d'une façon ajustée à l'ego les mécanismes nouveaux qu'il va apprendre. Alors automatiquement, l'ego va soit être ajusté de façon à trouver ça correct, bon, mais pas plus, ou encore l'ego va être ajusté par l'intellect de façon à pouvoir en rire. Alors donc, lorsqu'une personne est ajustée de façon à pouvoir en rire, l'ego, de cette façon, est totalement protégé et tout ce qui est neuf, vrai ou faux, tout ce qui est neuf fait rire l'ego. Ou bien tout ce qui est neuf plaît à l'ego, mais d'une façon, simplement d'une façon de salon. C'est-à-dire que l'ego s'y complaît pour pouvoir en parler parce qu'il a l'impression de ramasser des connaissances, alors qu'en réalité, la connaissance ne peut pas être égoïsée, elle ne peut être que énergétique. Alors donc, lorsque ces personnes sont venues au Pérou, ils ont pu donner une expérience à leur ego. C'est-à-dire que certains de ces voyageurs connaissaient d'une façon intellectuelle ou mémorielle les mécanismes de l'énergie supramentale, soit parce que, à mon contact ou au contact de d'autres antennes au Québec, ils ont vécu des choses, et d'autres de ces personnes qui m'ont accompagné n'y croyaient pas tellement. Alors j'avais un fou parmi le groupe, une personne qui rit tout le temps, de tout ce qui est neuf. Et une nuit, cette personne, elle était sur un pont de bois avec moi dans la jungle, et c'était notre première descente dans la jungle, et on devait faire un certain travail au niveau de l'énergie même de l'Amazonie, et il y a des dangers dans l'Amazonie. Alors évidemment, cette personne qui s'appelait Indiana Jones, disons, c'est le nom qu'elle aimait bien qu'on lui donne, parce qu'elle ne faisait pas le voyage, c'était Indiana Jones qui faisait le voyage, pas elle. Jusqu'au jour où je lui ai fait prendre conscience qu'il serait temps que lui retourne dans sa vue, puis que le gars commence à vivre son voyage. Alors on était sur une passerelle de bois dans l'Amazonie, sur le bord du Rio San Chiquin, puis une petite rivière qui se jette dans l'Amazonie, et je lui demande, est-ce qu'on va se promener dans la jungle, ce soir, cette nuit? Alors il vient pour répondre, et on entend un jaguar hurler pas loin de nous autres. Alors il a eu sa réponse. Alors je lui dis, c'est plaisant, tu ris. Fais attention à ton rire parce que les dangers sont réels. Ce n'est pas parce que l'ego ne connaît pas quelque chose que cette chose-là n'existe pas. Alors je lui redemande, bon, alors est-ce qu'on y va quand même? Alors il me répond qu'il n'est pas sûr. Et un jaguar, le même, sans doute, hein, évidemment, recommence encore à beugler. Et dans la journée, d'ailleurs, on en avait entendu un dans la jungle, moi et 2 de mes amis. On est quand même été la nuit dans la jungle pour la simple raison qu'il ne peut rien arriver à l'homme qui sait des choses. Mais tandis que l'ego, lui, rit ou a peur. Parce que l'ego rit ou a peur ou est en contemplation, un ou l'autre.
Alors, si l'ego rit, il s'amuse, parce que, ben non, tu sais, comme c'est comique, c'est amusant. Bon, c'est ça, parfait, c'est amusant, mais va pas te promener, puis fais pas trop de choses. Parce que la souffrance atteint ce bonhomme-là. La souffrance et la peur vont le détruire à un moment donné, et tandis que l'homme continue à rire, il ne peut pas être détruit, mais il passe complètement à côté de tout ce qu'il pourrait rencontrer. Celui qui est en contemplation, il va aussi découvrir l'horreur de l'illusion. Un jaguar, ça déchiquette un homme très rapidement. Et je ne parle pas des fourmis rouges assez grosses, je ne parle pas des tarentules, d'ailleurs je n'ai même attrapé une, qu'on a mis dans un bocal le lendemain. Je ne parle pas des guêpes qui sont assez gigantesques qui vous sautent dessus, je ne parle pas des anacondas, des boas et d'autres choses. Bon. Alors, c'est ce bonhomme, l'ego a commencé à expérimenter le danger même de la jungle. Alors je lui ai dit, viens, on va se promener, on est allés là tous les 6. Et la première nuit, je suis passé en avant parce qu'il fallait un peu rassurer certains égos en arrière de moi. La deuxième nuit, je les ai laissés aller un après l'autre, seuls, dans la jungle jusqu'à un point de rencontre. Et là, ils ont commencé à expérimenter des mécanismes nouveaux chez eux. Mécanismes que j'avais déjà énoncés, mécanismes qu'ils avaient touchés au niveau des cours, mais pour certains, mécanismes qu'ils n'avaient jamais réussi à croire. C'était toujours amusant. C'était comme des vues. C'était plaisant, c'était au bout, mais c'était tout. Quelques jours après, d'ailleurs, le lendemain matin, on a attrapé une tarentule qui était relativement grosse, qu'on a mis dans un bocal. Alors, encore une fois, la jungle, si on peut dire, nous disait que le danger était réel. Alors, les égos ont commencé à fermer leur grand gueule. Quelques heures après, on se fait dire par les indigènes de la place que la nuit, eux, ne se promènent jamais dans la jungle. Parce que c'est faut être fou. Et nous, on se promenait sans lumière, sans flashlight. Donc, le lendemain, on va encore se promener. Quelques jours après, ces personnages étaient capables de marcher dans la jungle, séparés, donc seuls, avec un bâton pour taper sur les animaux et les serpents, entre autres. Et lorsque quelque chose se passait, ils ont pu goûter quelque chose de neuf. Ils ont appris. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont appris à être capables de percevoir un danger. Ça, ils l'avaient déjà appris ici. À être capable d'entrevoir deux yeux qui te regardent dans la jungle. Et à être capable aussi de voir les deux yeux se sauver. Et ne constater qu'ils n'ont pas eu peur. Leur corps physique était toujours aussi relax, le cœur n'avait pas accéléré, ils ne transpiraient pas, ils étaient automatiquement revenus en état d'attention, ils ont continué leur marche. La dernière marche, la nuit, a duré un peu plus qu'1 heure. Après 1 heure de travail dans la nuit, donc 2 heures. L'avant-dernière marche, la dernière marche, on l'a faite pendant un orage catastrophique. Les personnes que j'avais amenées, qui s'amusaient, qui riait. D'ailleurs, il y en avait un qui s'était acheté un chapeau Indiana Jones. D'ailleurs, c'est celui-là, justement. Et on était tassés dans un aéroport de campagne. Presque 200 personnes voulaient embarquer dans l'avion. Et dans ces avions-là, on n'a pas de numéro. Alors, les premiers rentrés s'assoient où ce qu'ils veulent. Alors, évidemment, ça veut pousser. L'armée est là pour contenir. Et mon ami me prête son chapeau parce qu'il voulait fouiller dans son sac et il faisait extrêmement chaud. Il faisait un peu plus de 100 degrés. Alors, je prends son chapeau et à son insu, je le froisse tout. Je le plie tout, je le défais au complet. Et son chapeau avait l'air d'un torchon. Quand je lui redonne, je savais qu'il penserait que c'est le monde autour qui a écrasé le chapeau. Parce que sinon, il m'aurait sauté sur moi, il m'aurait sauté dans la face. Bon. Alors, je lui donne son chapeau, puis ah, merde, ah. Alors là, il a passé une quinzaine de minutes à retaper son chapeau. 2 jours après, je lui ai dit que c'était moi. D'ailleurs, quelques jours après, je lui ai aussi volé son chapeau, je l'ai caché. Et c'est le bonhomme de l'hôtel qui l'avait vu dans ma chambre, il est allé chercher du monde, ils ont commencé à fouiller les chambres, puis il a fallu que je remette le chapeau à mon chum, parce que le gars de l'hôtel commençait à se demander s'il était pas fou. C'est amusant, mais ce sont des choses qui, à un moment donné, doivent être faites pour un ego qui est trop rieur. Qu'est-ce que c'est quelque chose de neuf? Quelque chose de neuf, c'est lorsque, par exemple, nous disons que l'homme est capable de dire des choses qu'il ne sait pas. Plus précisément, qu'il ne savait pas. C'est neuf pour l'ego. L'ego se dit, c'est impossible. Comment peut-il dire des choses comme ça? Comment peut-il expliquer des choses que la science n'explique pas? Comment la science peut-elle expliquer des choses qu'elle n'expliquait pas? Ben, à un moment donné, il faut bien qu'elle sache. Mais il y a quelque chose de neuf chez l'homme nouveau surtout. Et cette chose neuve, elle est évidemment repoussée par les égos rieurs. Elle est repoussée par les intellects. Pourquoi elle est repoussée? Pour la simple raison que ces égos, ces intellects, ne peuvent pas, et aucun égo chez l'homme ne peut arriver à cette connaissance. Cet égo doit se mettre à genoux devant son propre esprit
pour prendre des termes spirituels, c'est-à-dire que l'ego doit finir par faire abstinence de ses connaissances qu'il ne peut pas toucher. Quelque chose d'autre chez l'homme. L'intellect, c'est le mental naissant. Et ce mental, lorsqu'on le laisse se développer, autrement que pour plaire à l'ego. Qu'est-ce que c'est l'intellect? C'est quelque chose qui est capable de mettre des connaissances logiquement bout à bout. Et qu'est-ce que ça fait l'intellect pour plaire à l'ego? Lorsque l'ego a peur, l'intellect crée des armes. Et lorsqu'on a peur d'Apocalypse, on crée des moyens pour arriver à cet Apocalypse. On crée des armes. On crée des maisons luxueuses. On crée des parfums. On crée des teintures pour les cheveux. On crée des choses. C'est l'intellect qui crée ça. Mais l'intellect est soumis à l'ego, au désir, aux peurs et aux craintes. On veut la paix, on a peur de la guerre. Et celui qui a peur prend les moyens pour se défendre. Donc, arrive toujours à exprimer ce qu'il a peur. L'ego, lorsqu'il laisse la place dans sa conscience à cette énergie mentale, lorsque l'ego est capable de s'éliminer pour laisser la chance au mental d'explorer la matière. Alors l'ego est instruit et l'ego apprend que ces choses-là auxquelles il riait, ça marche et ça se peut. Mais l'ego ne peut pas. Vous voulez arriver à faire des choses, vous ne pourrez jamais. Parce que celui dans vous qui veut le faire est un être qui désire. Et il désire parce qu'il a peur, et il désire parce qu'il désire être supérieur. Alors il a beau camoufler ça sous des termes d'évolution ou d'autres choses, il ne sera jamais capable. Mais l'homme, non pas l'homme égoïque, non pas l'homme psychologique, non pas l'homme rieur, non pas l'homme intellectuel, l'homme réel, qui n'est pas encore tout à fait perçu par l'homme ancien, mais qui commence à naître. Chaque fois qu'on déifie un homme, on prend un homme réel, normal, puis on en fait un être irréel, parce que l'homme ne veut pas devenir ça. Même il veut espérer le devenir. Il ne veut pas le devenir. Dans la jungle, je dis à un de mes amis, tu as toujours voulu rencontrer Dieu. Si je te le présente, tu vas agir comment? Oh bon. Bon. Alors si je te présente Satan, tu vas agir comment? Bon. Parfait. Alors on s'en va dans la jungle. Oh, je ne présente rien, je ne présente personne à personne. Mais qu'est-ce que c'est quand vous voulez réussir quelque chose et qu'à un moment donné, ça marche? Il y en a beaucoup qui sont à Louis-Hippolyte Lafontaine parce que ça a marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours désiré arriver là, mais ils n'ont jamais pensé qu'un jour ils y arriveraient là. Alors nos personnages se promènent dans la jungle et ils sont arrivés à percevoir, à avoir une conscience vitale beaucoup plus étendue, assez qu'ils pouvaient percevoir n'importe quel déplacement dans la jungle. Les arbres transpirent en Amazonie et les gouttes de transpiration tombent et on les entend partout. Vers la fin du travail, on savait que le travail que nous on allait faire était fini. La nuit même, il y a un orage qui s'est déclaré au-dessus de notre cabane. Quand je dis au-dessus, cela veut dire que la foudre tombe à côté. D'ailleurs, il y a un arbre dans la cour d'où on était qui a été arraché par un éclair. À toutes les 2-3 secondes, il y avait un éclair, il y avait un tonnerre, extrêmement bruyant. Les arbres ont été arrachés par le vent, il n'y a plus comme jamais. Les indigènes de la place étaient tous réunis en dessous d'une table. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On avait des imperméables, on avait des bottes, on était équipés all dress pour ce genre de situation, parce qu'il faut croire que c'était prévu. Et on est allé se promener dans la jungle. Les sentiers, il a même fallu qu'on traverse des têtes d'arbres tombées dans le chemin. Et il y avait à peu près 6 pouces d'eau partout à terre. Alors on a pu constater que nos bottes étaient étanches. Qu'est-ce qui se passe? Alors il se passe simplement que régulièrement et tout le temps, c'est sûr que pour une personne qui entend pour la première fois ce genre de conférence ou ce genre de vocabulaire ou ce sujet sur lequel je m'aborde, ça fait drôle et ça fait gros. Mais la majorité d'entre l'homme ont toujours voulu arriver à ça. Mais lorsqu'ils sont proches, ils se le refusent. Alors on va dire pour qu'est-ce qu'il en sait lui, pour qui il se prend, ou etc. Alors si votre ami arrive à un moment donné à être télépathe et à faire du cumberlandisme, de la télékinésie, et à bouger les objets à distance, à trouver tout ce qui est caché, vous allez dire, oui, non, pour qui il se prend? C'est malade, c'est fou. Mais si c'est quelqu'un qui vient d'Europe, ah, là, peut-être que ça a de l'allure. Surtout s'il vient de l'Inde. Bon. Ici, ça s'appelle Vichou, ou Rachi, ou Smishmash. Bon. Non, mais oubliez pas que cela est réel chez chacun d'entre vous. Et on a de la difficulté à accréditer ou à laisser libre, donc à ne pas juger, quelqu'un de sa race ou de son peuple. Et il y a un autre mécanisme dangereux, et c'est pourquoi j'ai été avec 5 personnes
au niveau du programme Maître Contrôleur, donc des professeurs, parce que chaque fois que je gagne un disciple, je perds un ami. Et les disciples, je les tue. Alors j'ai été là-bas, et certains de ces personnages qui me vénéraient, pas tous, un ou deux, ont appris à un moment donné à ne plus vénérer personne. Parce que ou bien on détruit, ou bien on adore. Et il y a ceux qui ignorent, mais c'est une forme de destruction ou d'adoration. Ça ne se passe pas comme cela. Les personnes qui sont venues avec moi avaient entendu parler de mes voyages au Guatemala dans une des forêts vierges les plus denses au monde, qui est le Petén. L'Amazonie, c'est libre comparativement au Petén. C'est-à-dire que dans le Petén, vous prenez une machette et au bout d'une heure de travail, vous avez avancé de 10 pieds. Et je n'exagère pas. Et le problème en plus, c'est que toutes les branches des arbres et les feuilles ont des grosses épines et quand ils tombent à terre, vous marchez dedans. Et il ne faut pas que ça vous tombe sur la tête ni sous le chapeau. Dans l'Amazonie, par contre, on peut voir un peu plus. Évidemment, les feuilles ont toujours des épines, alors quand tu te penches à quatre pattes dans la jungle, quand tu te relèves, tous les arbres veulent te retenir. C'est très amusant. Qu'est-ce que l'ego d'un être qui ne peut pas comprendre, c'est-à-dire un être qui croit peut-être ça se peut, ou qui vient au Pérou pour s'amuser? Ben, je vais y aller, de toute façon, c'est une belle occasion. Lui connaît un peu la jungle et puis tout le reste. Lorsque tout le reste, ce sont des oiseaux qui se déplacent et qui viennent s'écraser chaque bord du sentier pour faire un carnage du tonnerre. Lorsque tout le reste, c'est lorsque vous vous asseyez les fesses sur le sol 1 heure de temps pour faire un travail ésotérique, et que le lendemain matin, lorsque vous marchez dans le sentier, vous vous faites attaquer par suffisamment de fourmis qui vous montent dessus et sur les pantalons. Alors comment se fait-il que le soir où on était assis, il s'est rien passé? Parce qu'on était, nous, assis là. Il ne pouvait pas rien se passer. Et ça, c'est comme ça pour chaque être humain. Et chaque être humain se le refuse. Ou bien, égoïquement, se dit, ben oui, moi je m'assois, je vais me concentrer, puis ils viendront pas. Ben ils vont venir 2 fois plus. Bon. Comment ça se fait qu'à un moment donné, un être est assis dans la forêt et aucun insecte ne vient le piquer, tandis qu'un autre est de l'autre côté, puis lui se fait carrément dévorer? Ces questions, non. Dans la jungle, à un moment donné, on me dit, parce qu'aucun insecte ne vient me voir, t'as pas du bon sens, c'est pour ça qu'ils viennent pas te voir. Hein, c'est la réponse évidente. Parce que l'ego se protège. Moi, j'ai du bon sens, c'est pour ça qu'ils viennent me piquer. Toi, t'es pas meilleur que moi, c'est parce que t'as pas du bon sens, t'as du mauvais sang. C'est comme ça qu'on fonctionne au niveau de l'ego, au niveau d'évolution. Alors moi, je leur ai dit, j'ai pas du mauvais sang. J'ai un sang qui vitalement vibre d'une façon à ce que les insectes ne viennent pas me voir. Comment un insecte détecte-t-il que vous avez du bon sang ou du pas bon sang? Faut pour ça qu'atterrisse sur votre corps qui vous pique. Et là, il va savoir si vous avez du bon sang ou non. C'est question de ce que vous dégagez au niveau vital, et évidemment au niveau de senteur. Hein? Bon, c'est sûr. On en avait un qui se lavait avec du savon parfumé puis tout ça. Ben lui, évidemment, les insectes adoraient ça. Bon. Les égos rieurs, c'est les personnages qui tirent de la patte et qui souvent ont une faculté de compréhension qui est d'avant-garde. Ils sont capables de comprendre, mais ils ajustent pour leur psychologie, pour leur mémoire, pour leur éducation, toutes les formules nouvelles. Autrement dit, ils les intellectualisent. Et j'ai expliqué dernièrement la différence entre la mentalisation et l'intellectualisation. Et elle est de marge, elle est immense. Lorsqu'une personne rit, lorsqu'une personne ne veut pas accepter que quelqu'un qu'elle connaît puisse faire quelque chose qu'elle ne fait pas, c'est qu'elle se prend au sérieux comme c'est pas possible, et elle a tellement d'orgueil qu'elle se refuse de voir quoi que ce soit. Certaines personnes un jour m'ont pris pour la réincarnation du Nazaréen, ce que je ne suis pas et loin de là. D'autres m'ont pris pour la réincarnation de Satan, ce que je ne suis pas non plus et loin de là. Mais chaque fois, les égos de ceux qui vont écouter certaines choses que je vais dire vont toujours s'arranger pour placer ça avec, créer une correspondance avec leur éducation ou avec leur mémoire. L'homme peut faire tout ce que je fais. L'homme peut faire bien plus que ce que je fais et je me retiens continuellement parce que l'homme va automatiquement me placer soit Dieu, soit Satan parce que l'homme est fou à ce point-là. Les personnages que j'ai amenés avec moi, dont l'un d'entre eux autres, avait suffisamment d'orgueil pour qu'à un moment donné, lorsqu'un chef d'une tribu de l'Amazonie a voulu barbouiller le visage avec un fruit rouge, il a décidé que c'était niaiseux. Fait que c'est pas fait barbouiller. Comme le chef mesure 5 pieds 2 et lui 6 pieds quelque chose, le chef n'a pas trop insisté.
Sauf que le lendemain matin, il a fallu qu'il retourne dans la tribu spécialement pour se faire barbouiller la face, parce que si c'est niaiseux, t'es capable de le faire. Sinon, t'es plus niaiseux que la chose. Parce qu'un homme qui est haut peut faire ce qui est bas, mais un homme qui est haut, qui dit qu'il fait pas parce que c'est trop bas, il est plus bas que la chose. Alors, c'était pas niaiseux, c'est qu'il y avait une cristallisation dans sa psychologie. Il sentait quelque chose en lui qui ne voulait pas se faire barbouiller la face. Alors, automatiquement, il intellectualisait. C'était niaiseux. Bon. Alors, continuellement, les personnes qui sont venues avec moi, comme les personnes d'ailleurs que je rencontre de temps en temps, ont le choix entre se sauver ou se changer. Parce que chez l'homme nouveau, et comme plusieurs d'entre vous, de temps en temps, vous vivez ce mécanisme. Et vous allez le vivre de plus en plus. C'est que vous allez être capable de communiquer d'homme nouveau à homme nouveau et non plus d'homme ancien à homme ancien. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez être capable de communiquer d'une façon privée d'émotion, dans ce que vous voulez communiquer. Vous êtes capable d'aimer. Et quand vous dites « j'aime telle chose », vous n'essayez pas de convertir l'extérieur. Parce que ça, c'est se prendre au sérieux en maudit. Lorsque vous discutez de n'importe quel problème, vous êtes capable d'arriver à les solutionner. Parce que vous ne colorez pas votre expression par vos émotions. On a des personnes qui tirent aux cartes. Et par différents mécanismes, donc je vais passer là-dessus, arrivent à donner une idée de ce qu'est le potentiel psychologique de la personne. On peut dire prévoir l'avenir, mais il ne prévoit pas l'avenir. Bon. Ils donnent des tendances. Mais lorsqu'ils se tirent pour eux, zéro. Pourquoi? Parce qu'ils veulent trop avoir les résultats qu'ils veulent avoir. Alors ils les ont, mais ils savent que ça vaut rien. Et c'est toujours ce qui va se passer chez l'homme qui fonctionne avec son émotion. Devrais-je faire telle chose? Mais ça me tente bien gros. Fait que c'est officiel, tu as trouvé des raisons pour que tu puisses le faire. Si, et vous allez de plus en plus, c'est-à-dire certains d'entre vous l'ont commencé, parler d'une façon mentale, non pas intellectuelle, c'est-à-dire non pas ajustée pour l'ego. Comment l'homme peut-il se trouver sérieux si il rit, condamne, juge quelque chose de neuf, alors qu'il c'est neuf, donc alors qu'il n'en connaît rien? Comment peut-il en rire? Comment peut-il le refuser? Comment peut-il l'accréditer alors qu'il n'en connaît rien? Et parce que c'est neuf, automatiquement, c'est pas vrai. Parce qu'évidemment, l'homme ancien, c'est tout. Alors, ce qui est neuf, qui n'est pas dans son savoir, c'est faux. C'est ce que l'orgueil crée. On se ferme des portes. On n'accrédite pas, mais on ne peut pas refuser. Parce que refuser, c'est s'accréditer. Et accréditer, c'est se refuser. Les personnes qui sont venues au Pérou, avec moi, on a commencé premièrement par passer quelques jours dans les Andes. Pour différentes raisons énergétiques. Parce que lorsque vous êtes à 18 000 pieds dans les airs, la pollution n'existe pas trop. L'oxygène non plus d'ailleurs. Certains ont pu découvrir que, d'ailleurs on a pu remarquer tout le groupe, que lorsqu'on se levait le matin, bien reposé, notre pulsation cardiaque était dans les 110. Alors lorsqu'on marchait un petit peu trop vite, ça montait à 140 et il fallait s'arrêter un peu. Une semaine après, on était totalement adapté, alors on pouvait courir, se battre, faire plusieurs choses. Et ça, c'est suite à certaines formes d'entraînement que les personnes ont eu ici au départ. Certains ont expérimenté les maladies, alors il y en a un, entre autres, qui ne comprenait pas ce qu'il faisait au Pérou, parce qu'à un moment donné, il fallait que je leur demande, hein, qu'est-ce que vous faites ici? Alors vous m'avez suivi, vous êtes des poissons, mais avez-vous une raison autre que m'avoir suivi? Alors évidemment, c'est frustrant quand tu es rendu sur l'hémisphère sud et que tu te fais dire carrément que tu es un poisson, parce que si t'as pas de raison d'être ici, c'est que tu es un imbécile. Alors il y en a un qui a mal compris. 5 secondes après, il avait la tourista. Alors, pour éviter des dégâts catastrophiques sur les sièges de l'hôtel, il a cheminé rapidement vers la toilette. Comble de malheur, la clé, c'est son partenaire qui l'avait. Alors, il revient en courant, de plus en plus de mauvaise humeur, et lorsqu'on lui demande ce qu'il a, ben, il répond bêtement quelque chose en québécois. Alors, il disparaît dans les toilettes, et il revient en filant très mal. Alors, on lui explique en pleine face qu'est-ce qui se passe, c'est la résistance qu'oppose son ego à l'adaptation de la place, puis on le brasse. Du moment qu'il a compris, 15 minutes après, c'était pas un fou qu'on a amené, j'ai pas amené n'importe qui. Il n'y a plus de touristas, c'est guéri, il n'y a plus de garouille, il n'y a plus rien. Ça a été dur pour son ego d'accepter d'être malade miraculeusement et d'être guéri miraculeusement.
Et ce sont des mécanismes conventionnels, normaux, que l'homme se refuse. On pourrait aussi parler de d'autres mécanismes totalement normaux. Je vais en parler beaucoup plus tard parce que présentement, c'est trop vivant chez l'homme. Lorsqu'on parle des manipulations avec les statues qui vont saigner ou qui vont transpirer. L'ego refuse d'accepter des choses et c'est un piège pour l'ego. Et lorsque l'ego est écœuré de refuser d'accepter, il accepte inconditionnellement et c'est le même piège qui recommence. Dans la jungle, on a découvert des choses assez amusantes. On a goûté à des fruits. À un moment donné, on s'est fait servir du mono. Ça l'a pris 2 jours avant de savoir que c'était du singe. L'adaptation que l'homme a lorsqu'il voyage a fait que dans un hôtel dans les Andes, aucun touriste n'est venu s'y installer. On a eu l'hôtel pendant 7 jours à nous autres seuls. Le foyer de l'hôtel, la nourriture d'hôtel, le service, tout. Alors, c'était merveilleux pour la simple raison qu'on avait un travail ésotérique à faire. Alors, il ne fallait pas qu'il y ait des touristes là, parce qu'on n'aurait pas pu le faire. Le personnel couchant à l'extérieur, on avait donc l'hôtel. Et on était bien. C'est normal, c'est comme ça que ça marche. Et lorsqu'on est arrivé dans ce village qui s'appelle Jauja, près d'une lagune, la laguna des Pacas, il y a une seule hôtel qui n'a pas beaucoup de lits, et on est 6. L'hôtel contient 8 lits, 4 chambres. On arrive là, il n'y a aucun client. L'hôtel est libre, c'est normal. On rentre dans l'hôtel, on se couche, il reste 2 lits. Personne ne va les occuper tout le temps qu'on va être là. On mange quand on veut, on fait ce que l'on veut, et lorsque c'est terminé, on part, on s'en va. Rendu près d'Iquitos, qui est une grande ville sur le bord de l'Amazonie, à la naissance même du Rio Amazonas, on va se ramasser dans la jungle encore une fois. Et après 2 jours là, on est resté 10 jours, les habitants, le monde qui travaillait là, le monde qui vivait là, nous servait exactement la même chose qu'eux autres, en même temps qu'eux autres. Et lorsque d'autres touristes venaient, ceux-là faisaient la queue pour attendre à manger, pendant que nous mangions agréablement avec le personnel. C'est normal. C'est toujours comme ça que ça marche. Pour la simple raison que lorsque l'ego décide qu'il veut faire pareil, on a rencontré un Allemand là, et il nous dit, on va manger prochainement, ce qui fait que on est pas mal nombreux nous autres, puis on a bien faim. Il arrivait d'une petite marche. Fait qu'on aimerait ça si vous nous laisseriez manger avant. Fait que moi je lui réponds, il n'y a aucun problème, mais on va manger avant toi parce que nous, ils nous servent à part. Alors, il n'a vraiment pas aimé ça. Il est devenu presque colérique et je l'ai calmé en lui disant d'autres petites choses parce qu'à un moment donné, les esprits faibles, il faut les replacer parce que ça fonctionne mal. T'es plus grand que moi en plus. Ça, c'est pas une raison, c'est lui qui aurait pu avoir des problèmes. Et il n'a pas aimé, il n'a pas cru. Et quand il était en queue-leu, derrière une petite case avec des moustiquaires pour protéger les insectes, on était laissé sur une table avec des gros plats sur notre table pour manger comme des cochons. Ce n'est pas exceptionnel, je le répète. Le maudit problème chez l'homme ancien et chez l'homme transitif, c'est qu'il met toujours ça comme exceptionnel ou comme faux. Alors moi, j'ai voyagé avec des personnes qui mettaient ça comme potentiellement possible ou faux. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont vécu les choses. Alors ce n'est plus potentiellement possible ou faux. Mais encore une fois, maintenant qu'ils l'ont vécu, leur ego tend à oublier et à transformer, ce qui fait que dans quelques mois, certaines de leurs expériences ne seront pas sûres pour l'ego. J'ai-tu réellement vécu ça ou si j'ai pas exagéré un peu? Et c'est toujours comme ça que ça va se passer. Le travail dans les Andes s'est fait en collaboration avec des personnes ici au centre. Alors évidemment, il y a eu des journées où certains personnages au centre faisaient un travail, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, il ne fallait pas qu'ils sachent non plus. Alors, ils ont, pour la simple raison, il ne fallait pas qu'ils sachent, pour la simple raison qu'il fallait qu'ils nous parlent après de ce qui s'était passé. Parce que si on leur en parle avant, alors évidemment, l'assujettissement psychologique se fait très bien et les personnes, évidemment, vont toutes faire ce qu'on a dit qu'ils n'étaient pas faire. Certains m'ont trouvé hypocrite de rien leur dire au départ et de tout leur avouer en revenant, mais c'était tout à fait intelligent. Le travail planétaire, ça se fait lorsque des personnages compétents au niveau énergétique, ou si vous préférez conscients, sont capables d'aller dans certaines régions pour créer des canaux entre ces régions et la région d'où ils viennent, ce qui a toujours été fait par l'Église catholique, ce qui se fait maintenant aussi par certaines personnalités du Québec, et il n'y a pas juste moi qui me promène et qui sait ce que je fais. Il va aussi en avoir de plus en plus.
Alors, automatiquement, ces canaux transfusent une énergie vers le Québec. Et Saint-André, je dis quelque chose d'ésotérique pour que ceux qui ont suffisamment de connaissances puissent comprendre des choses. C'est que Saint-André travaille en collaboration avec l'Énergie vitale du Québec parce que Saint-André s'occupe du bassin spirituel sur la côte des États-Unis. Et il faut comprendre aussi que lorsque les transfusions planétaires seront terminées, Saint-André va passer à l'action. Et ce que l'homme attend avec tant d'enthousiasme et tant de peur va se concrétiser comme l'homme ne s'y attend pas du tout. Alors, transfusion, une question de bon sang ou de mauvais sang qui intéresse particulièrement le maire Jean Drapeau pour ses collectes. Que penser des icônes? J'ai suggéré de transférer les icônes aux cliniques de sang. Ça. Que penser des icônes qui pleurent à Sainte-Marc sur le lac? Bon, ne pensez pas. Encore une autre. OK, même chose. Alors, je vais revenir plus tard, lorsque ça va être moins vivant au cœur des Québécois, ces mécanismes qui se passent au niveau des icônes. Sachez premièrement que tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que les icônes, ça saigne, ça pleure, comme d'ailleurs les poteaux de téléphone peuvent le faire. Il ne faut pas penser que c'est une icône et que ceux qui les voient saigner ou transpirer sont des fous ou des illuminés qui s'imaginent des choses. Ces mécanismes se peuvent pour la simple raison qu'ils sont d'ordre vital et plus tard, je vais expliquer de quelle façon cela peut s'opérer. Ce n'est pas d'ordre divin, ce qui se passe. Par contre, ça peut se passer, et il y a des régions au Québec où ça se passe depuis longtemps, on en parle présentement, parce qu'il y en a un qui a eu l'audace d'en parler un peu plus fort, mais ça fait longtemps que ça se passe au Québec et un peu partout dans le monde. Alors, disons que c'est évident que ce genre de choses se peut, mais il ne faut pas penser que Dieu a du temps à perdre à faire saigner des statues. Il ne faut pas penser ça. Ici, l'énergie du quartz est-elle encore utilisable? Plus cela va aller, plus l'homme va être capable d'utiliser des énergies qui sont massives. L'alchimie traditionnelle, entre autres, qui permettait et qui avait comme fonction première d'amener l'homme à l'or. Alors évidemment, les charlatans de l'alchimie ont essayé de transmuer tout le métal vil en or, tandis que l'alchimie procédait par analogie. Lorsqu'ils réussissaient dans la matière quelque chose, ils s'efforçaient de le recréer chez eux. L'âge d'or de l'humanité approchant au niveau ésotérique, l'alchimie traditionnelle va s'éteindre, parce que l'or va être présent partout. Alors, c'est la même chose au niveau des cristaux, au niveau de certaines matières qui vont tendre de plus en plus, ils vont garder leurs énergies, mais elles ne seront plus efficaces chez l'homme parce que l'homme va les posséder complètement bien avant de toucher à un de ces cristaux, comme le quartz ou comme d'autres métaux. Personne dit ici, je suis allé en Arizona, à Sedona. Cet endroit est considéré comme un des vortex importants sur la Terre. J'y voyais par moments l'énergie de l'endroit tomber droit comme de la pluie. Quel genre d'énergie est-ce? Bon, encore une fois, pour les personnes, pour les égorilleurs, de l'énergie qui tombe comme de la pluie, cette personne est-elle folle ou non? La première personne qui a parlé des amenées d'énergie supramentale d'une façon plus spirituelle a été Mère, qui a parlé aussi d'une tombée de neige supramentale. L'énergie vitale est ce qui crée la forme. C'est aussi ce qui crée l'animation de la forme, ce que l'homme appelle la vie. Le vital maintient l'énergie, le vital maintient la forme dans une consistance mémorielle. C'est-à-dire que lorsqu'on élimine l'énergie vitale d'une forme, la forme se transforme. Si on élimine l'énergie vitale d'un être humain, le corps pourrit. La plante, c'est la même chose. Et j'ai souvent expliqué en conférence pourquoi il était préférable de manger des plantes vitalement vivantes, comme une tomate, comme un fruit ou un légume, qui, malgré qu'il est déconnecté de l'énergie tellurique, continue à mûrir. Tandis que la viande, qui a une énergie propre à elle, lorsqu'on la déconnecte, c'est-à-dire lorsqu'on élimine l'énergie vitale, pourrit instantanément. En Arizona et dans un autre
territoire américain, il y a effectivement des zones très énergisées au niveau des plans telluriques. Et la pluie qui a pu tomber peut être très facilement une expression d'une densification trop matérielle d'une forme d'énergie vitale. Alors ça se peut fort bien. Se peut-il que les cathédrales soient construites sur des lignes énergétiques? Toutes les vieilles cathédrales ont, premièrement, une chose en commun, une coupole, c'est-à-dire un dôme, pour des raisons d'ordre énergétique. Lorsque je vous dis que l'Église savait ce qu'elle faisait, elle sait encore beaucoup de choses. La majorité de tous ces cathédrales ont été construites sur des carrefours de méridiens énergétiques. Non pas seulement sur les méridiens, mais sur des points, sur des carrefours. Et ils étaient construits en fonction de la tellerie de la place et en fonction aussi de la transmutation des énergies reçues en énergie chrétienne ou catholique. Alors on avait les chants gréco-romains, on avait les chants grégoriens, la musique grégorienne, on avait aussi le latin qui était un rituel magique. Et la prononciation des formules de magie en latin amenait dans ces églises l'expression d'une énergie qui permettait aux personnes, aux fidèles, disons, d'arriver à certains plans de vibration. Transcrivant ce latin en français, on prononce la même chose au niveau de l'idée, mais on n'a plus aucun pouvoir au niveau de l'énergie, pour la simple raison que c'était la prononciation exacte des mots qui était importante. Les cathédrales ont tous été bâties sur des points, comme d'ailleurs le Mont-Royal ici est un point faible en énergie parce qu'entouré par une population, et l'oratoire aussi est un centre qui attire énormément d'énergie. Maintenant, les personnes sensibles qui vont faire un tour à l'oratoire vont pouvoir aussi trouver de quel ordre elle est cette énergie. Y a-t-il une ou des différences entre le sud et le nord, l'équateur et la zone tempérée de la planète? Si oui, que signifie-t-elle? Excellente conférence. Alors, je pourrais répondre. Ce sont des phénomènes qui sont relativement énergétiques et qui sont relativement cosmiques au niveau de la différenciation entre l'équateur et les pôles. Les pôles se déplacent de temps en temps suite aux migrations, des focalisations d'énergie. Le pôle Nord est un endroit qui émet intensivement de l'énergie, tandis que le pôle Sud émet une énergie qui tend à absorber celle du Nord. L'équateur, la région chaude, est une des régions qui est la plus capable d'assimiler le mélange d'énergie de la planète et la descente d'énergie solaire, donc de l'énergie vitale solaire, ce que les acupuncteurs appellent Yang. Et l'énergie tellurique, c'est le Yin. Il est donc tout à fait normal que les régions où vont se passer les grandes transmutations soient toujours des régions qui vont être équatoriales. Alors on pourrait demander pourquoi le Québec, qui est au pôle Nord, n'est pas près de l'équateur. Alors si on se réfère à différents astronomes, je ne parle pas des astrologues, je parle des astronomes, comme ceux qui travaillent à la NASA, ils pourront confirmer que lentement le Québec descend vers les régions chaudes. Ça prend le temps que ça prend, parce que si ça descend trop vite, l'eau n'a pas le temps de descendre avec. L'eau montant sur les terres crée des déluges, qu'on a déjà connus, mais oubliés. Que faire pour se débarrasser de l'influence néfaste d'un être hautement spirituel qui dit t'aider sur le plan physique, mais qui semble tout faire pour te dominer sur un autre plan en nourrissant continuellement des mystères? Alors, il y a une solution qui paraît banale, qui est facile, c'est que lorsqu'il veut vous rencontrer, vous l'invitez à vous rencontrer aux toilettes. Alors, vous asseyez sur la bolle, puis vous jasez avec. Ça ne sera pas long que cet être-là ne viendra plus du tout vous encourager à évoluer d'une façon spirituelle. L'influence des maîtres spirituels, de ces guides de lumière, de tout ce genre de choses. Les personnes qui sont en contact peuvent se flatter l'ego, encore une fois, et penser qu'ils sont uniques et supérieurs. Parce que unique et inférieur, ça mène à la dépression. Unique et supérieur, c'est parfait. Et c'est pourquoi on va rechercher ce contact de maître. C'est pourquoi on va accepter facilement ce genre de contact,
Alors qu'en réalité, c'est la pire des choses qui peut permettre à un être qui a une sensibilité énergétique de se développer. Lorsqu'un maître vient têter un être humain, c'est qu'il a besoin de l'être humain pour évoluer lui-même. Alors évidemment, dans le début, il va donner à l'être humain des connaissances que l'être humain recherche. Il va aussi flatter l'être humain, flatter l'ego de l'être humain. Et si l'humain est masochiste, il va l'engueuler. Et il donne toujours à l'humain ce que l'humain a besoin. Il y a une personne, à un moment donné, qui rencontrait ce genre de maître. Et elle a osé, malgré que le maître lui a interdit, elle a osé un jour venir ici au centre. Et elle en a parlé à François et elle en a parlé à moi. Et il se trouve que tous les deux, on lui a répondu que c'était de la foutaise. Et qu'elle devait laisser faire. Et moi, je lui ai précisé que reviens chez vous, demande à ton maître qui je suis. Et tu vas voir comment noir je suis. La semaine d'après, elle est revenue et effectivement, le maître lui a dit que j'étais ce qu'il y avait de plus dégueulasse sur la planète. Et qu'elle ne devait plus jamais venir me voir, sinon elle en souffrirait les conséquences. Alors je lui ai dit, si tu veux réellement voir ce que ça donne, continue à venir et ton maître va finir par changer d'idée. Parce que le maître va toujours te donner ce que tu veux. Un mois après, effectivement, j'étais un gars bien correct. Elle pouvait venir, mais pas trop souvent. Parce que là, il la flattait, ça ne marchait pas, il revenait. Jusqu'au jour où le maître est apparu et elle lui a demandé « Qui es-tu » Alors le maître a donné un nom. Elle a dit « Pas ça, je veux savoir. Qui es-tu » Alors le maître a dit « Je suis ton père. » Et ça, elle ne l'a pas pris. Alors le maître est devenu une espèce de forme diabolique, satanique, noire, laide, hideuse. Et depuis ça, là, la personne n'a plus de problème. Un maître, une forme qui tend à manipuler l'homme, n'apparaîtra pas chez lui d'une façon laide, il va apparaître d'une façon jolie. Comme la personne a besoin de recevoir une personne pour se faire manipuler. Si on dit que Dieu va revenir sur la planète Terre, il devra revenir difforme et multiforme. Parce qu'il devra adopter la conception individuelle de chacun d'entre les hommes. Alors ce genre de maître, comment s'en débarrasser? Instruisez-les. Ce qu'ils n'aiment pas, donnez-leur. Il va s'en aller. Mais lorsqu'une personne rencontre Dieu, et 2 ans après, lorsqu'au nom de ce même Dieu, elle tue ses enfants et sa femme, comme ça l'arrive fréquemment, c'est une preuve tangible de ce genre de manipulation. Mais lorsqu'une personne rencontre Dieu, elle sait que c'est le bon et le vrai. Alors l'autre qui a tué sa femme et ses enfants, non, c'était le diable. Mais moi, je l'ai l'affaire. Ils l'ont tous l'affaire. Et quelques rares génies qui ont l'affaire deviennent riches. Les autres deviennent tous pauvres au nom de celui qui devient riche. Il faut faire bien attention à ce genre de manipulation. Vous devez, que ce soit moi, que ce soit un maître dans l'astral, dans le plan spirituel, que ce soit un autre, que ce soit un livre, une émission de télévision, un film, vous devez être vos seuls maîtres. Vous devez donc être suffisamment énergisé pour arriver à accepter, selon vos propres connaissances et possibilités, une chose ou la rejeter. La rejeter ne veut pas dire admettre qu'elle est fausse. Cela veut dire admettre que présentement, vous ne pouvez l'assimiler simplement. Et un jour, vous saurez que c'est vrai ou un jour, vous saurez que c'est faux. Comment conserver mon énergie tout en travaillant de nuit dans un centre hospitalier où je me dois d'aplanir les craintes de personnes âgées face à leur propre mort? Alors évidemment, les personnes âgées vont devenir des sangsues d'énergie qui peuvent affaiblir rapidement une personne qui a une tendance à trop vivre avec le patient ce que le patient vit. Que ce soit d'ordre des personnes âgées, que ce soit des personnes débiles, que ce soit des personnes carrément malades, ordinaires, que ce soit des personnes en dépression, psychologiquement atteintes ou non. Elle doit... Et quand je dis ce genre de choses, l'homme ancien parle que l'homme nouveau est un robot, que l'homme nouveau n'a pas d'émotion. L'homme nouveau n'a pas ce genre d'émotion malsaine que l'homme ancien appelle la souffrance. Alors, il a le reste. Alors cela veut dire que la personne a la peur et vous devez vous foutre royalement de sa peur. Vous ne devez pas être atteint par ce que l'autre vit. Parce que l'autre le vit, parce que l'autre doit le vivre. Mais ce n'est pas nécessaire que vous deviez le vivre vous aussi.
Prenez patience. Un jour, vous allez le vivre. Bon. Ah. Prenez pas trop de temps d'avance. Le fait d'être mentalement lucide lorsqu'une personne va mourir vous permet de stabiliser d'une façon. Et quand je dis qu'il ne faut pas être touché, vous foutre parce qu'elle vit ne veut pas dire vous foutre de elle. Vous foutre de ce qu'une personne subit émotivement ne veut pas dire se foutre de la personne. L'homme ancien met toujours un lien majeur entre la personne et ce qu'elle vit. Et c'est pas toujours bon. La personne, elle va mourir. Et vous êtes là et vous jasez avec. Et elle dit, mais j'ai peur. Mais non, il n'y a pas peur, voyons donc. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire l'autre bord? Vous allez voir en temps. Vivez pas avec. Parce que sinon, vous ne saurez pas quoi répondre. La personne va finir par se rendre compte que vous êtes serein face à ce qu'elle dit. Elle ne dira pas vous êtes sans cœur, parce que vous en allez pas, vous jasez avec. Mais pas comme devant une personne qui va mourir. Vous la tuez pas psychologiquement avant qu'elle se tue elle-même physiquement. Moi, j'ai vécu beaucoup de morts, avec des enfants, avec des adultes, des personnes âgées comme des personnes jeunes, de façon traumatique, par accident, comme de façon de pathologie, par maladie. Et les enfants sont ceux qui prennent ça le mieux, dépendant de leurs âges. Quand on commence à les éduquer un peu, ben là, ils prennent ça mal, ils prennent ça en adulte. Et la personne âgée, lorsqu'elle a passé le cap du refus, elle meurt bien normalement. Une personne qui n'a pas le temps de passer différents caps, parce qu'il y a des différentes étapes qu'une personne âgée va vivre avant sa mort. Premièrement, il va y avoir le refus, l'incompréhension, et on va finir par l'acceptation. Inconditionnelle, là, ça ne le dérange plus, on s'en fout. Lorsque ça ne le dérange plus, on s'en fout, l'homme ancien essaie de lui remonter le moral. Non, laissez-la faire, elle ne souffre plus. Et lorsqu'elle refuse, on essaie de lui faire accepter. Lorsqu'elle accepte, ben là, on accepte mal qu'elle accepte trop. Alors, on essaie de la faire refuser. Alors, la personne doit donc expérimenter simplement les mécanismes de contact mental avec un être ancien, qu'un être qui va mourir, et cette personne-là risque de devenir suffisamment sereine aussi pour mourir convenablement. Et automatiquement, la personne ne se fait plus sucer ses énergies, elle ne les perd plus. Mais tant qu'elle va être assujettie à la mortalité de quelqu'un, parce que l'homme ancien trouve toujours comme anormal de mourir, parce qu'un jour, il croit qu'il devra passer par là, et il s'identifie énormément à la forme physique, il a peur. N'ayez plus peur, jasez avec ces personnes, et parlez-leur comme du monde normal, parce que c'est normal ce qui se passe. Mais si vous embarquez dans leur émotion, vous allez simplement auto-énergiser leur émotion et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. J'aimerais que tu parles d'une façon plus précise de l'énergie du Québec, des Québécois. Quel est le rôle du Québec pour l'évolution du monde? Quel mystère se cache derrière le Québec et derrière l'autre côté de la feuille? Peut-il avoir des temples de cachés dans le Québec? Qui causerait ce phénomène d'énergie? Quel fut le rôle des Indiens au Québec durant des milliers d'années? C'est un vrai bouquin. Ah bon? L'énergie du Québec. Le Québec ésotérique surtout et le Québec géographique a beaucoup de consonances pour la simple raison que la majorité des mines du Québec n'ont pas été exploitées. Alors on sait très bien que le Québec et le nord du Canada ont des ressources énergétiques incroyables. Et tant qu'on va laisser reposer un peu ces ressources énergétiques, cela va fonctionner. De toute façon, on n'aura pas le choix, on ne les découvrira pas toutes. Les Québécois, si on parle du Québécois national, on ne parle pas de cet homme nouveau qui va naître en premier sur la planète. Évidemment, il y aura des êtres nouveaux qui vont naître ailleurs sur la planète, mais ils vont tous déménager dans le Québec ésotérique. Le rôle du Québec pour l'évolution de la planète, c'est tout à fait facilement compréhensible, difficilement accréditable ou acceptable. Ça n'a aucune importance. À un moment donné, vous comprendrez que c'est faux ou vous comprendrez que c'est vrai. Mais lorsque vous comprendrez, vous comprendrez. La première chose que l'homme doit faire pour arriver à cet homme nouveau, c'est d'être capable de discerner ce qu'il sait sur
de ce qu'il ne sait pas. Et tout ce que l'homme croit fait partie de ce qu'il ne sait pas. Le Québec va être le siège géologique de la naissance de la nouvelle race ésotérique, celle que, traditionnellement, on appelle la race bleue, ou l'homme du Verseau, pour parler chronologiquement, et non pas astrologiquement. Ça ne regarde pas toutes les personnes qui vivent au Québec, ça regarde les Québécois énergétiques, qui sont donc localisés dans le Québec, en Ontario, en Saskatchewan, au Manitoba, en Alberta et dans les territoires du Nord-Ouest. Quel mystère se cache derrière la feuille, derrière le Québec? On va élaborer sur ce genre de questions au fur et à mesure que le temps va avancer au niveau des conférences, ce qui fait que je ne veux pas prendre le reste de ce soir, du temps de ce soir pour cela. Peut-il y avoir des temples cachés dans le Québec? Il n'y a pas de temple ésotérique. Il y a des mécanismes traditionnels templiers et d'autres organisations ésotériques qui ont laissé des vestiges, des piliers ici au Québec. Mais on n'a pas de mécanisme aussi gros que sur les îles de Pâques ou en Égypte ou un peu partout en Angleterre. Les Indiens d'Amérique sont l'une des rares races. Je ne parle pas évidemment de toutes les tribus. Une grande partie des 6 nations, ce qui regarde beaucoup plus le Québec qu'une partie de l'Ontario, les 6 nations, les Iroquois, les Algonquins, les Montagnais, les Hurons et d'autres, font partie des rares êtres humains qui ont su vivre en totale harmonie avec l'énergie tellurique de la région dans laquelle ils ont établi leur maison. On a évidemment d'autres tribus. Je ne parle pas des Apaches. Les Apaches, on les visualise toujours à cheval, alors que les Apaches ont toujours été à pied, sauf quand l'homme blanc est arrivé. Je ne parle pas de différentes autres tribus à l'échelle des Amériques. On en a eu plusieurs qui étaient hautement reliés aux énergies vitales près de la Colombie-Britannique. Une partie aux États-Unis aussi, et quelques-uns au Mexique, à la frontière des États-Unis et du Mexique. Ces êtres ont su, d'une façon très colorée, appliquer dans leur vie les mécanismes de la mutation supramentale chez l'homme nouveau. C'est-à-dire que ces personnages avaient l'accréditation. Je donne quelques exemples, vous ferez les relations. Lorsqu'un enfant vient au monde, c'est un animal. L'enfant doit être éduqué à devenir un homme. Et sachez que dans toutes les langues amérindiennes, le nom de leur tribu voulait dire homme. Alors si on parle des Algonquins, ça veut dire homme. Les Hurons, homme. Iroquois, homme. Ça veut dire homme. Les Inuits, homme. Les Esquimaux, c'est un nom donné par les pères qui ont, dans la langue esquimaude, nommé ce peuple mangeur de viande crue. Inuit, c'est leur nom, ça veut dire homme. L'enfant est un animal, l'enfant doit être instruit à devenir un homme, c'est-à-dire qu'il doit être capable de s'assumer. Il doit apprendre à vivre pour mériter de vivre. Tandis que chez l'homme blanc, l'homme doit gagner sa vie, synonyme de gagner de l'argent. Lorsque l'enfant arrive à un certain âge, on va le totémiser. Là, on le baptise. On lui donne un nom. Un nom qu'il devra perdre lorsqu'il va devenir un guerrier ou un chasseur, dépendant de l'époque chronologique et dépendant aussi de la tribu. Donc, il passe, on lui donne un nom, un totem naturel, totem vers lequel l'enfant doit se diriger. Lorsqu'on a appelé quelqu'un taureau assis, sitting bull, cela voulait dire qu'il avait la force, le caractère d'un taureau, un fonceur, un homme puissant, assis parce qu'il devait apprendre à réfléchir avant d'agir. Et cet être est devenu l'un des grands chefs. Chaque nom amérindien, chaque nom d'Indien d'Amérique était un but à atteindre. Loup perspicace, c'était quelque chose. Et lorsque l'enfant avait ce nom, il devait essayer d'imiter l'animal en transmuant le comportement animal dans un comportement humain. Alors les loups se respectent. Les loups ne se tuent pas entre eux. Les loups font des choses et chassent en collaboration. Et lorsque l'homme appliquait cela, ça fonctionnait. Évidemment, c'est une manière colorée. Mais c'était pur et sain. Les guerres entre les Indiens étaient simples et faciles.
L'Indien arrivait, à l'insu de l'autre tribu, il volait une flèche. Et le guerrier à qui appartenait la flèche était en beau maudit. Il se tuait quasiment jamais. D'ailleurs, ils ont eu l'air fous parce que lorsqu'ils ont attaqué les Blancs, ils sont arrivés dans les campements blancs, ils ont piqué un fusil, ils se sont sauvés tournant le dos blanc en criant. Et les Blancs les ont abattus, évidemment, comme des chiens. D'ailleurs, c'était des chiens pour les Blancs. Lorsque l'Indien est capable d'arriver à son totem, il va vivre des rêves, des songes, où il va voir une partie de son avenir. Et lorsque le Blanc est arrivé avec sa boisson, l'Indien a pensé que le songe de l'ivresse était la même chose que son songe initiatique, mais c'était drôlement plus facile de l'avoir par l'ivresse que par le jeûne, la transpiration dans les tentes à sudation et par la tente. Alors les Indiens sont tous devenus alcooliques. Parce que l'homme blanc n'a pas voulu s'intégrer à l'Indien. Il a intégré l'Indien. Le paysage que l'Indien admirait a été transformé en peinture et a une valeur d'argent pour l'homme blanc. La roche sur laquelle l'Indien s'assoyait a été émiettée en poudre pour être reformée en briques pour construire les maisons de l'homme blanc. Les Amérindiens ont hypocritement, énergétiquement transformé le Québécois pour que celui-ci devienne un peu sauvage. Et c'est tout à fait normal que la race québécoise finisse par percevoir la nature comme aucune nation ne l'aura fait. Et on a des très beaux parcs. Une partie de ces parcs sont américains parce que les Amérindiens ont quand même transformé les Britanniques, les Américains. Les formes de vie amérindiennes adaptées à l'homme nouveau vont avoir une tendance à ressurgir dans l'avenir. Il ne faut pas penser vivre dans des tipis, Ça va revenir de notre manière.